Bonjour, bien aujourd'hui nous sommes le mardi 11, 11, 11 février. Et oui, ça passe, les jours passent, les jours sont un peu plus longs, c'est déjà ça de gagner. Et puis le climat fait moins froid, mais toujours aussi gris. D'ailleurs, il y a toujours cette chape de plomb dont on ignore comment dire, la signification. Pourquoi le ciel est toujours gris, gris, gris? C'est quand même étonnant, quand même. Il y a quelque chose qui est pas logique. On devrait quand même voir de temps en temps le soleil. Là, il n'y a plus de soleil. Le soleil n'existe plus. Le soleil et la lumière ont disparu. Allez chercher, allez comprendre pourquoi. C'est comme ça. Bon, on va pas encore jouer aux méchants complotistes. Puis, ça m'énerve parce que, à force d'avoir des soupçons complotistes, on se demande si c'est pas autoréalisateur, puisque tout nous donne raison toujours. C'est-à-dire, il n'y a jamais rien qui vient, je dirais, contredire les hypothèses. Au contraire, elles sont même amplifiées et dépassées dans le monde réel. Donc, je crains que tout ce qui nous échappe soit bien pire que ce qu'on peut imaginer. C'est toujours la même chose. La réalité dépasse la fiction. Et dans tous les domaines. Et là, concernant le climat, il y a quelque chose d'étonnant. Bref, en tous les cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on sort de nos entretiens et de nos équilibrations politiques, un peu provocatrices aussi, avec parfois quelques erreurs qui glissaient là. Je l'ai vu, j'ai dit en Indonésie, je me suis trompé, c'était les Antilles. La Polynésie, c'était la Polynésie, je crois. Et donc Saint-Martin, on appelle ça la Polynésie. Et puis parfois on peut commettre des erreurs, hein, attention. Hein. On va vite, on dégaine vite dans nos vidéos et parfois il se glisse des erreurs, ça peut arriver. Je le dis parce que rien n'est absolument parfait. Il y a toujours, comment dire, on est toujours susceptible de se tromper. Il faut toujours garder ça en tête. Aujourd'hui, nous sommes... Je continue sur le... Alors là, on n'est plus dans le registre de la politique, quoi que ce soit. On est dans un autre registre. On s'en fout de la politique, parce qu'on parle de spiritualité. Et souvent, je m'oblige à marcher avec vous pour essayer de voir ce qu'il en sort. Parce que quand on marche, il y a une forme de transe. Quand on est dans une forme de transe, il y a des choses qui peuvent sortir et qui sont parfois, je dis bien parfois, qui peuvent, en tous les cas, être intéressantes. En tous les cas, ça peut nous aider à faire surgir de nous des choses parfois enfouies ou des réflexions qui dorment et qui finissent par s'exprimer uniquement grâce au mouvement, grâce à la marche. D'où l'utilité de cet exercice de marcher. Et je vous assure, quand on marche, quand on a à prendre une décision, quand on n'y voit pas trop clair, quelle qu'elle soit la décision, l'exercice de la marche nous permet d'éclaircir notre discernement. Et ça peut être utile pour des décisions parfois importantes qu'on a à prendre dans la vie. Une bonne marche, une nuit de sommeil, et le lendemain, vous avez les idées plus claires. Aujourd'hui, dans la suite de ma dernière vidéo, où je parlais de l'âme comme une personne, on va dire ça comme ça, une personne qui est en nous, dont la dualité intérieure, elle est là. Elle n'est pas forcément entre le bien et le mal. La dualité intérieure, elle est située là, c'est-à-dire qu'il y a
ce dont on va parler aujourd'hui, l'ego, et puis l'ego qui, au lieu de servir l'âme, parfois fait rempart au développement de l'âme, et la partie en nous dont on va nommer l'âme, on va la nommer, c'est une âme, c'est l'âme, il s'agit de l'âme. On va parler comme ça, parce qu'il faut bien des conventions linguistiques pour essayer de s'entendre et se comprendre, ce qui déjà n'est pas évident. Donc il faut, à travers les mots, à travers les expressions, essayer de saisir le sens. Et parfois, c'est ça qui est difficile, c'est que on saisit mal le sens des choses. Donc je vais enfoncer le clou aujourd'hui concernant la nécessité d'interpréter l'extérieur comme une parodie de notre monde intérieur. Enfin, pas une parodie, une parabole plutôt, je dis n'importe quoi. Parodie, c'est pas le mot qui convient. Mais ça pourrait être parfois une parodie aussi. Mais là, pour le coup, on va parler d'une image. En fait, notre monde extérieur, ce qu'on entend par le monde extérieur, c'est-à-dire l'activité, les symboles, les saisons, la nature, et que l'homme a matérialisé par lui-même, par des rites et des monuments, parce que les monuments que faisaient les hommes sont dans le prolongement de la nature, toujours. Et donc il y a une forme de matérialisation chez l'homme. Il veut matérialiser son monde intérieur, sa vie intérieure. Et c'est pour ça que je dirais que quand vous traversez les civilisations, quand vous voyagez, quand vous bouquinez différents livres sur des civilisations différentes, vous apercevez qu'entre civilisations, il y a toujours des passerelles, il y a même parfois des concordances un peu troublantes. Comme si on racontait toujours la même histoire à travers une expression différente qu'on appelle culture. Et tout cela est comme un décodage qu'on doit faire et qui doit nous servir, nous, intérieurement, à faire peut-être ce qu'on nous demande de faire et qu'on n'a pas encore bien saisi. Tout au moins, on a perdu de vue le rôle de l'incarnation et le rôle de ce qui nous est demandé sur Terre. Et il faut énormément d'individus, il faut énormément d'humains pour que quelques-uns s'éveillent à cette conscience particulière qui consiste à réaliser l'objet du vivant. Quel est son objet réel? Et nous, hommes humains, nous sommes doués d'une certaine intelligence, on ne peut pas non plus dire le contraire, on est doué d'une certaine intelligence, et cette intelligence forme d'outils, d'outils spéculatifs, mais d'outils au sens où elle permet l'introspection. Et cette intelligence qui nous permet d'une certaine manière de faire l'introspection nous ouvre quelques portes qui sont nécessaires à l'éveil intérieur. Et du coup, ce qu'on appelle l'âme, l'âme est en nous, eh bien je vous le disais, la nature de notre âme est vraiment, c'est vraiment l'objet, et c'est vraiment comment dire, ça doit être vraiment un des éléments qui devrait j'allais dire nous obséder, nous préoccuper, c'est pas les mots, vraiment nous inquiéter. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre mot? Nous stimuler, nous obséder, je l'ai déjà dit peut-être. Bref, c'est une question importante. Pourquoi? Parce qu'elle est la manifestation d'un processus d'enfantement dont je vous avais parlé, qui doit s'opérer durant notre vie dans cette dimension. Pourquoi cette dimension? Pourquoi doit-elle se faire là? Je suis bien incapable de le dire. Et c'est des zones d'ombre, ça, beaucoup de zones d'ombre. Mais j'essaie de
de voir et de vérifier si ce processus d'enfantement intérieur est couronné d'une certaine justificatif, d'un certain justificatif, d'un certain, comment dire, d'une certaine utilité. Et encore une voiture qui passe, on va la laisser passer, parce que ça me déconcentre à chaque fois. Alors, on reprend. Donc, nous sommes comme notre corps, est-ce que notre personnage, notre personne, est une forme d'avatar, est une forme de matrice qui fabrique quelque chose, en tous les cas qui est là pour contenir, et comme un contenant. Et ce contenant que nous sommes doit laisser émerger l'autre aspect nous-mêmes qu'on appelle l'âme. Voilà, on a bien posé les choses. Mais je le répéterai parce que ça, c'est vraiment inscrit dans toutes les sagesses ancestrales. On retrouve cet élément-là. Vous regarderez, vous utiliserez ce filtre-là et vous verrez que cette trame-là pour essayer de voir si ça vous dit quelque chose et s'il y a des choses qui vous parlent dans ce sens-là. Quelqu'un m'a posé la question et je la reprends parce que c'était une bonne question, mais il me dit, mais ok, on a cette âme en nous qui doit s'éveiller. Mais est-ce que systématiquement cette âme est bonne en fait? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que l'âme que nous avons en nous, parce que quand je parle de l'âme, je parle d'une double personne, d'une autre personne, qui est elle-même douée de qualité particulière. Mais quand j'entends qualité, je ne me prononce pas sur comment dire, j'y mets pas une valeur quelconque en termes positifs ou négatifs, mais qualité, j'entends un aspect, des caractéristiques qui sont propres à elle-même. Et donc l'âme de mon voisin n'est pas mon âme à moi, c'est sûr. L'âme de la personne avec laquelle je vis n'est pas forcément la même, de même nature. Et cette question, elle a été posée comme ça à l'arrache, puis finalement elle est très importante aussi, évidemment, parce que on part du principe que notre âme est bonne, comme si c'était évident. Mais on n'en sait trop rien, en fait. En tous les cas, moi, quand il a posé cette question, je me suis dit, ah oui, bah oui, est-ce qu'on peut considérer, peut-être qu'on va, dans ce processus d'enfantement dont je parle, peut-être qu'on va accoucher d'une âme, en fait, plus mauvaise que nous, plus mauvaise que ce que nous sommes, en réalité, puisqu'on parle de deux personnes. Et peut-être que l'âme en question est pas bonne. Peut-être qu'on a hérité d'une âme mauvaise. Alors là, ça pose question, parce qu'on se dit, mais dans ce cas, est-ce que le processus initiatique doit être opéré dans ce cas-là? C'était la question du monsieur ou de la dame. Je ne sais plus si c'est un monsieur ou une dame qui avait posé cette question-là. Mais j'ai trouvé cette objection, si on peut parler d'objection, intéressante à explorer également. Parce qu'il faut bien comprendre que la nature de notre âme, effectivement, on ne la connaît pas vraiment. En tous les cas, il faut comme la dernière fois je vous l'avais dit, comme c'est une forme de compagnonnage aveugle, on est comme deux personnes qui vivent ensemble, comme des siamois. On va prendre cet exemple des siamois. Vous savez, les frères siamois, les sœurs siamoises, c'est-à-dire qu'on a deux têtes, on vit dans le même corps, mais on a deux têtes et on a deux tempéraments, parfois même, peut-être qui se ressemblent, mais qui sont parfois opposés aussi. Ce qui, sur le plan sur le plan de la psychanalyse, peut aussi apporter des réponses. C'est-à-dire que les troubles d'identité ou les troubles psychiatriques chez certaines personnes sont peut-être liés à la qualité de leur âme et à la personne qui porte cette âme. Peut-être que les deux ne sont pas bien coordonnés, ou peut-être qu'il y a une
un problème entre dans la cohabitation, je dirais, de l'âme et de l'individu. Alors, on va distinguer, il y a l'âme et l'ego. L'ego, c'est nous. L'ego, c'est, je dirais, ce sera le titre d'ailleurs de la vidéo. L'ego, j'en ai déjà parlé et il y a 1000 manières d'en parler. L'ego, c'est très utilisé comme expression chez les gens qui s'intéressent à la spiritualité. Il y a beaucoup de gens en recherche dans une quête spirituelle ou des gourous qui vous parlent de l'ego sans arrêt. L'ego. Et puis, souvent, c'est pour dire du mal de l'ego. Souvent. Et moi, je veux pas en dire du mal. Je veux pas en dire du mal, ni du bien d'ailleurs. L'ego, c'est nous. L'ego, c'est la partie qui porte l'âme. Et donc, c'est quoi l'ego? Ben, c'est plein de choses. C'est la partie extérieure, je dirais. C'est l'enveloppe, l'ego. C'est l'enveloppe affective, c'est la sensibilité, notre sensibilité, c'est nos goûts, et c'est nos attirances, nos rejets, nos principes. C'est tout ce qui constitue ce que nous sommes, je dirais, d'une manière extérieure. C'est notre physique, c'est la couleur de nos yeux, c'est notre silhouette, c'est notre sexe, c'est ça l'ego, c'est tout ça, je dirais. C'est l'ensemble de ce qui nous constitue, avec évidemment comme principe essentiel, comme qualité essentielle, c'est le mental, évidemment. Parce qu'on vous parlera du mental aussi, beaucoup aussi. Les sages et les gens qui sont dans le registre spirituel vous parleront de l'ego, du mental. Enfin, plein de choses qui sont censées être un obstacle à l'éveil spirituel. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous vend c'est comme ça qu'on vous vend l'affaire. Mais moi, je dirais l'ego, si vous voulez, c'est effectivement tout ça. Pour moi, c'est ça en tout cas. C'est comme ça que je le définis, l'ego. C'est ma définition personnelle. Après, vous en trouverez peut-être d'autres. Et donc, l'ego, c'est un principe. En tous les cas, c'est moi qui m'exprime. C'est toujours moi. Moi qui réfléchis, moi qui pense, moi qui m'exprime, moi qui décide qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Tiens, une petite décharge là. Un matelas. Bon. Et donc, c'est le moi. Moi je suis ceci, moi je suis cela. C'est le petit moi. Alors l'ego, évidemment, il devient très envahissant en vieillissant. Il devient très encombrant. Parce que c'est toujours le moi. Et puis, ce moi, il occupe toute la place. Et il étouffe l'âme, évidemment, puisqu'il occupe toute la place. Et l'ego a tendance à s'imposer et à ignorer l'âme. Donc on voit, quand on voit certains commentaires, quand on entend certains youtubeurs même qui sont dans le registre de la spiritualité, quand on entend simplement, quand on est en conversation, en relation avec une personne, dites-moi franchement, tout de suite vous voyez si elle est dans l'ego ou pas, si son ego est hypertrophié ou pas. Il y a une question aussi d'hypertrophie de l'ego. Et aussitôt qu'une personne vous parle d'elle, occupe le terrain de la conversation par elle, le moi. Ah, moi je suis, mes enfants, ma carrière, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. À partir du moment où vous avez quelqu'un en face de nous qui est dans le moi, je, on voit bien qu'elle a un ego hypertrophié. C'est son problème à la personne. Moi, les personnes qui ont un ego hypertrophié, c'est vrai que j'ai tendance à m'en écarter. Quels sont les symptômes de la personne qui a un ego hypertrophié? Le symptôme, c'est qu'elle parle énormément d'elle, qu'elle écoute peu, qu'elle s'intéresse peu aux autres, et qu'elle est sans arrêt dans le tourbillon du moi. Et
dans cette relation, vous vous fatiguez vite, c'est-à-dire vous perdez vite patience. Au bout d'un moment, vous sombrez dans une forme de somnolence, tellement l'autre vous accable avec ses moi je, moi je, moi je. C'est pas que on ne doit pas écouter, c'est pas que l'autre, ce qu'il a à nous dire est inintéressant, mais on voit bien la frontière et le curseur entre une overdose de moi et un bon équilibre du moi, mais aussi j'ai fait ceci et j'en ai tiré telle conséquence et je n'occupe pas que le terrain, c'est-à-dire je laisse la place à l'autre, à l'autre. Et ça, je peux vous dire que c'est extrêmement rare dans la vie de trouver cet équilibre, un équilibre relationnel entre deux personnes, parce que l'ego vient souvent, l'ego vient même, je dirais d'une certaine manière, entacher la relation, même la relation affective, la relation amicale, elle vient l'entacher. Et c'est ça qui est, comment dire, c'est ça qui nous permet de voir à quel point l'ego, effectivement, dans un certain sens, peut être un obstacle à l'éveil intérieur, parce que si vous occupez tout le terrain, eh bien votre âme intérieure ne va pas s'épanouir. Votre âme intérieure, c'est comme la belle au bois dormant, c'est l'image de la belle au bois dormant. L'âme va dormir, comme la belle au bois dormant, dans sa tour. Et il n'y aura pas le chevalier qui viendra la réveiller ou l'éveiller. Le chevalier blanc, ça devrait être vous. C'est-à-dire, vous devriez aller réveiller votre âme. C'est un peu le symbole de cette fable, de cette histoire, c'est que vous devez aller réveiller l'âme. Et pour réveiller l'âme, l'ego doit être juste là où il faut qu'il soit cet ego. Et le sujet, souvent je vous le dis, mais j'utilise souvent l'image du curseur, parce que souvent dans la vie, à propos de tout, c'est très important de placer son curseur là où il le faut. Pas trop dans un sens, si vous effacez tout votre ego avant d'avoir une âme éveillée, c'est très dangereux aussi. Il faut faire attention. Parce que l'histoire de l'ego et de l'âme intérieure, de mon point de vue, ce que je vous dis, c'est de la spéculation, je ne sais même pas ce que je dis, c'est juste, mais je me laisse aller comme ça. Je pense qu'il s'agit comme dans un vase communicant. C'est-à-dire, plus votre âme va s'éveiller, plus votre âme va prendre de la place, et plus votre âme va grandir en vous, plus votre ego, fatalement, va diminuer progressivement. Il sera toujours là, mais il sera au service de l'âme. Il ne sera plus là à s'imposer et à empêcher l'âme de s'éveiller. Ce ne sera pas la rivalité intérieure, ce sera une forme de compagnonnage intérieur où l'autre laisse la place à l'invité, à celui qui est appelé à naître et à occuper l'espace. Donc cette métamorphose qui doit s'opérer en nous se fait au cours du temps. Ça, j'en suis persuadé. Et elle est donc dans un processus de progressif et qui doit justement permettre progressivement à l'un et à l'autre de changer de place, de changer de dimension. Et ça, si vous voulez, on n'explique pas ça aux gens. On ne leur donne pas cette clé-là. Et pourtant, ça serait, à mon avis, important de leur expliquer. Parce que cette clé-là peut les aider à être équilibrés dans la vie. C'est-à-dire, d'une part, à ne pas tomber malade. Il y a de fortes chances que nos maladies soient réglées, soient liées au mauvais curseur, au réglage entre notre ego et notre âme. Il est fort probable que les ennuis que nous avons dans la vie, je parle des ennuis matériels, des ennuis de la vie, je pense qu'il y a un lien aussi. Parce que il y a une correspondance, il y a en tous les cas un écho entre notre vie intérieure et notre vie extérieure. Et en quelque sorte, la vie extérieure est le révélateur de notre vie intérieure. Et ça peut nous aider, ça nous sert de guide,
ça nous sert, vous savez, c'est comme un, comment on appelle ça? Pas un thermostat, comme un thermomètre. Il y a des mots simples des fois. Un thermomètre. Il vous indique la température. Eh bien, nous, notre vie extérieure nous indique notre température intérieure. Elle nous indique sans arrêt les choses éventuellement sur lesquelles on doit travailler, sur lesquelles on doit progresser, sur lesquelles on doit s'appliquer. En fait, on est comme des artisans de notre vie intérieure. Et il faut prendre cette image de l'artisan, du tailleur de pierre, qui, lui, va être obligé de passer par un apprentissage exigeant pour progresser dans son art et arriver à créer ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Et pour cela, eh bien, nous sommes les artisans de notre propre corps, de notre propre matière intérieure. Et nous devons justement apprendre, grâce à notre vie, apprendre à corriger ou à entendre ce que ça peut justement signifier sur le plan intérieur. C'est-à-dire que extérieurement, l'extérieur est un indicateur de notre vie intérieure et donc on peut s'appuyer sur notre vie extérieure pour corriger intérieurement notre position vis-à-vis de notre âme. Et je pense que ça peut conduire, c'est parfois cela qu'on appelle miracle, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut conduire à la guérison, comme ça peut conduire à la maladie, les deux. La guérison et la maladie sont des indicateurs qui sont très importants. Et nous avons donc une possibilité d'apprentissage dans la matière, mais à condition que cet apprentissage dans la matière serve notre vie intérieure. Et c'est comme ça que nous allons progresser et atteindre cette forme de récompense qui serait une forme d'alliance avec l'âme qui est en nous et qui enfin s'éveille. Alors les choses se passent parfois, là j'essaie de donner une description, de donner une forme à ça, mais elle peut se faire mécaniquement sans que la personne passe par cette interprétation mentale. L'interprétation mentale que je vous donne, c'est également une image. C'est mon image, c'est ma manière de parler, c'est ma manière de parler de ces choses. Il y a 1000 autres manières d'en parler déjà, 1000 autres. Et il y a aussi le fait de ne pas en parler et de le réaliser, ce qui est parfois le cas. C'est-à-dire vous avez des humains qui mécaniquement, inconsciemment, opèrent cette métamorphose en eux et sans en avoir conscience, sans en tous les cas, sans prise de conscience intellectuelle. Mais c'est par là qu'il faut avancer. Le reste, c'est du bullshit. Le reste, vous savez, le reste, c'est du cinéma. Il y a beaucoup de cinéma dans l'univers spirituel. Beaucoup. Il y a du cinéma vraiment, et dans tout ce qui concerne la religion, les trucs, les histoires qu'on se raconte, bref, il y a beaucoup de cinéma. Et on se raconte des histoires. Et on s'appuie sur des histoires qu'on se raconte. Ça, c'est l'ego. C'est-à-dire l'ego occupe toute la place. L'ego se raconte des choses, l'ego se raconte des histoires, justifie plein de choses. Et donc on perd complètement le sens. Évidemment, on ne capte pas le sens de ce qui nous arrive. On ne capte pas le sens de notre vie. On ne capte rien. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas attentif
à l'autre qui est en nous. Et donc, comme la dernière fois, à quoi on s'aperçoit qu'une partie de nous est en train de changer? Eh bien, tout simplement par cette opération de vase communicant, c'est-à-dire que vous allez glisser, votre personne va glisser vers autre chose. C'est-à-dire que vous ne serez plus l'ego progressivement, en disparaissant, va laisser la place à l'autre, ce qu'on appelle l'âme, et va, par cette métamorphose, se manifester par des comportements nouveaux. Je vous en ai parlé la dernière fois, mais c'est très important. Alors ces comportements nouveaux, on peut les décliner de plusieurs manières. Ces comportements nouveaux, ça peut être la prise de conscience que la personne avec laquelle vous vivez, ça ne va pas, vous êtes trompé. Vous avez vécu sur un malentendu avec un homme ou une femme, et cette métamorphose est en train de s'opérer, vous réalisez d'un seul coup, vous n'êtes pas tout fait pour vivre avec cette personne. Mais c'est pas que vous ne l'aimez pas, vous pouvez continuer même à l'aimer, mais c'est pas le problème. Donc il y a ceux qui réalisent ça et qui vont chercher des prétextes pour créer des conflits, alors qu'en réalité, non, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, puisque votre âme est en train de prendre la place, donc vous réalisez que la personne avec laquelle vous êtes, en fait, ne correspond pas du tout à votre âme, qui elle prend de plus en plus de place. Parce que vos goûts ont changé, parce que vos besoins ont changé, parce que votre attirance aussi a changé. Peut-être même l'attirance physique. Et donc, d'un seul coup, vous dites, mais non, en fait, c'est un quiproquo. On a cru qu'on était fait pour être ensemble, alors que non. Alors, soit ça se transforme en une forme de compagnonnage accepté par l'un et par l'autre, et vous dites, pour des raisons matérielles, on reste quand même ensemble, ou soit vous déclenchez la guerre pour provoquer un conflit, ce qui sera un prétexte pour vous séparer, mais c'est pas terrible comme solution, vous voyez. Alors qu'en réalité, c'est parce que votre progrès et votre accouchement intérieur est simplement naturellement vous conduit à comprendre que vous n'êtes plus fait pour la personne. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça explique aussi beaucoup de ruptures qui se font d'une manière parfois un peu brutale comme ça, sans raison. Apparemment sans raison. Il n'y a pas de raison extérieure, mais c'est une raison intérieure. Et cette raison intérieure, il n'y a pas de mots qu'on met dessus, on ne sait pas mettre de mots là-dessus, et donc on ne sait pas expliquer pourquoi il y a cette rupture. C'est très important parce que ça a des effets évidemment concrets sur votre vie, ce que je vous dis là. Et c'est pour ça que je prends cet exemple de rupture avec le compagnon, la compagne avec laquelle vous êtes. Parce que, évidemment, c'est lié à ça. C'est lié simplement à ça. Et parce que votre âme prenant de plus en plus de place, évidemment, vous êtes en train de vous métamorphoser en quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que la personne avec laquelle, ça marche plus, c'est logique. Mais ça peut être plein de domaines comme ça. Ça peut être la maison dans laquelle vous êtes ou l'appartement, ça ne vous convient plus. Le lieu où vous êtes ne vous convient plus. Oui, parce que c'est l'âme qui a pris la place. Et donc elle a ses propres goûts, elle a ses propres goûts. Elle a son propre tempérament, son propre caractère. Et vous allez être obligé d'accepter d'être différent. Dire, mais c'est pas moi ça. Et d'ailleurs, des fois, vous allez vous dire, mais c'est pas moi. C'est comme quand, vous savez, on a vécu longtemps avec des gens. Quand on a vécu une relation sentimentale, et puis que s'opère ce que je viens de vous dire, eh bien, une fois séparés, une fois, et je dirais 1 ou 2 ans après, vous revoyez éventuellement, vous ne la revoyez pas, ça dépend comment s'est passée votre séparation. Mais qu'est-ce que vous vous dites? Mais vous dites, mais comment ai-je pu être avec cette personne? Comment ai-je pu vivre avec cette personne? Tellement elle est loin, tellement elle appartient plus du tout à votre monde. Puis vous interrogez vraiment, vous dites, mais j'étais aveugle ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne, j'ai pu vivre 10 ans avec une personne parfois aussi bête, ou pas, j'en sais rien, aussi au contraire, si trop intello, j'en sais rien, ou trop superficiel, mais pourtant ça allait bien. Qu'est-ce qui a changé à ce point en moi pour que cette personne me paraisse, avec laquelle j'ai vécu 10, 20 ans, me paraisse aussi étrangère? Vous verrez,
c'est exactement ce que vous vous dites. Eh bien, c'est que vous avez vraiment changé. Et vous avez changé pas parce qu'on change, vous avez changé parce que en vous, quelque chose s'est métamorphosé. Quelque chose d'autre a pris la place. Sans même que vous vous en aperceviez des fois. Parce qu'inconsciemment, vous avez pu faire les bons choix. Inconsciemment, vous avez pu être amené à progresser. Inconsciemment. Je dis, le progrès n'est pas forcément volontaire. Il peut s'opérer comme ça, au gré d'une relation, au gré d'une nouvelle relation, au gré d'une expérimentation, au gré d'un éveil. Et puis, vous voyez la métamorphose s'opérer. Mais ça peut être vrai aussi pour les plats. Vous avez des gens qui ont changé de goût. C'est-à-dire, ils n'ont plus du tout les mêmes goûts. Par exemple, vous aimez, je ne sais pas, le riz, vous aimez le poisson, et puis d'un seul coup, vous aimez la viande, vous aimez le, je sais pas, vous aimez autre chose, un autre mets, d'autres plats. Est-ce que vous avez aimé hier ou vous n'aimez plus? Ça peut arriver aussi, à travers les goûts alimentaires. Ça peut être aussi les goûts musicaux, les goûts littéraires, les spectacles, le divertissement. Vous pouvez changer de divertissement, cinéma, j'en sais rien, tout. Et vous apercevez que des choses ont changé en vous, malgré vous. Tout ça, c'est lié à votre monde intérieur, à votre vie intérieure. Mais si on pousse le processus, ça peut être aussi votre corps. C'est-à-dire votre corps peut changer. Et ça, c'est parfois les choses que l'on... Alors c'est rare, mais vous avez des corps qui se métamorphosent, des visages qui changent, des regards qui changent, mais c'est plus toi que j'ai en face de... C'est pas celui que j'ai connu que j'ai en face de moi. C'est encore un être différent, c'est quelque chose encore de différent. Écoutez, ça, c'est un peu plus rare, mais ça arrive. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous demande, c'est de... Si vous avez la patience d'attendre les 40 minutes, là, où je déblatère, regardez, observez, posez-vous ces questions, déjà autour de vous. C'est intéressant, vous savez, d'observer, avec le temps, tout ça, les gens. Et regardez chez certains s'il y a eu cette métamorphose ou pas, ou s'ils sont bloqués, rigides, dans le même moule où ils sont nés. Vous verrez. En fait, ceux qui ne changent pas, le principe contraire de celui qui ne se métamorphose pas, de celui qui ne change pas, il y a une certaine rigidité. Il y a quelque chose de sclérosé. Et la sclérose, elle se voit physiquement, elle se voit sur le visage, elle se voit sur le corps. La sclérose d'une personne se voit matériellement, on peut déjà voir si elle est sclérosée ou pas. C'est parce qu'elle n'a pas eu ce travail intérieur qui s'est opéré en elle. Et puis après, c'est dans ses goûts, dans ses principes, dans ses obsessions, dans sa mentalité et tout. On voit qu'il y a une sclérose qui s'est installée. Comme une forme elle devient comme une statue, si vous voulez. Elle se fige, elle se raidit. Ça, c'est des symptômes de quelqu'un qui n'a pas été à l'écoute de son âme et tout au moins qui n'a pas fait cette espèce de chemin initiatique intérieur qui permet cette fameuse métamorphose dont je vous parle, qui se manifeste tout ou tard extérieurement. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas vieillir? Non, mais ça pourrait. Ça dépend de l'âme qui est en vous. Il peut y avoir même des processus de rajeunissement. Si l'âme est jeune, ça dépend de quelle est l'âme qui est en vous, de sa qualité. C'est ça qui est important. Si cette âme en vous est jeune, il n'est pas improbable que vous redeveniez comme un enfant, que vous retrouviez une forme de jeunesse dans l'expression, une forme de spontanéité, qui n'était pas du tout votre côté. Vous étiez plutôt
mettons que vous étiez un être un peu austère, un peu, voilà, un peu ennuyeux, puis d'un seul coup, progressivement, vous vous allégez. Progressivement, vous devenez plus drôle, plus amusant, plus spontané. Alors, les gens à l'extérieur disent, mais t'as changé, t'as rajeuni. Non, c'est pas que t'as rajeuni, c'est que simplement l'âme en toi est jeune, et plus jeune que peut-être une autre âme, peut-être. Et que du coup, elle se manifeste ainsi. Et que tu lui laisses la place pour qu'elle se manifeste. Certainement que la qualité de l'âme est importante, mais si vous laissez l'autre, vous allez voir, vous allez vous reposer. Quand l'âme prend les choses en main, ça a quand même quelques effets bénéfiques. Alors quels sont-ils? C'est-à-dire quand l'ego s'efface. Ben, les effets bénéfiques, c'est que vous n'avez plus besoin de faire grand-chose, c'est faire au sens matériel, c'est-à-dire les choses vous arrivent sans que vous ne les cherchiez. C'est-à-dire que vous avez besoin d'argent, ben, quelqu'un va vous envoyer de l'argent. Voilà. Vous êtes malade, ben, vous allez trouver, quelqu'un va vous trouver le bon médecin. Et ça va se soigner. En gros, quand l'âme prend le pouvoir, il y a un côté utile. Pourquoi? Parce que, comme vous avez toujours voulu prendre les choses en main, votre ego, il veut tout diriger, il choisit l'endroit où habiter, il choisit d'une maison, d'un appartement, il choisit d'aller en ville ou d'aller à la campagne. En fait, l'ego, il veut tout faire. Et puis, il se ramasse la gueule sur beaucoup de choses. Tandis que là, le fait que dans ce processus initiatique intérieur, il y a une forme progressivement de passivité. Ça ne veut pas dire que vous êtes passif, ça veut dire que vous laissez la main à l'autre. Et l'autre, l'âme, bah, comme elle a une science plus développée que votre ego, elle va obtenir, elle a comme une forme de, elle a une connaissance bien plus énorme que vous, bien plus large que vous. Et sa connaissance, c'est de faire les choses comme si elle se faisait par miracle en quelque sorte. Les rencontres, les occasions. C'est bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, chez les artistes, ça arrive souvent. Parce que les artistes sont des médiums, en fait. Les artistes sont très en lien avec leur âme. Un artiste, c'est quelqu'un qui est en lien avec son âme. Hein. Ça, c'est important. Hein. Par contre, quand son ego prend le dessus, ben, l'artiste, il reçoit un grand boomerang, c'est la catastrophe, c'est l'horreur. Les artistes savent souvent ne pas gérer cette relation à l'autre qu'ils ont en eux, mais bon, enfin, c'est le problème des artistes. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais là, en l'occurrence, vous avez effectivement une forme de... On pourrait dire, vous allez voir, vous allez être un peu plus passif, moins actif, presque, vous dites, non, là je m'en occupe pas, parce qu'à chaque fois que je m'en occupe, de toute façon, c'est le bordel, ou ça se passe mal. Donc, je laisse l'autre faire, on verra. C'est à l'autre de prendre la main, à l'âme de prendre la main. Et l'âme va s'arranger. Elle a des connexions avec le monde invisible et tout, puis elle va vous régler votre affaire en 3-4 cuillères à peau. C'est un peu le principe de l'âme. Donc il y a quand même un avantage dans l'histoire. Parce que vous avez moins de soucis du coup. Vous n'avez plus de soucis. Moins, beaucoup moins. Vous êtes moins de stress, bah, fatalement. Puisque c'est un peu l'autre. Vous donnez un peu... Vous lui dites, bon, bah, je te passe un peu le volant. Progressivement, vous lui donnez les pédales, le volant. La voiture, c'est plutôt lui qui va la conduire. Et donc vous êtes le passager qui vous laisse... Vous savez, c'est agréable d'être passager. Hein. Si vous avez un bon conducteur à côté de vous, c'est pas désagréable. Hein. Moi, j'aime bien avoir un bon chauffeur. Et c'est assez confortable. Et donc, vous lui passez la main. Et vous allez voir, vous allez avoir moins d'accidents, moins de problèmes, moins de retrait de points, etc. Bien, bah écoutez, on a fait, je pense, le tour de la question. Enfin, le tour, non. C'est bien ambitieux de dire ça. Bien prétentieux, plutôt. Mais j'ai essayé d'aller un peu plus loin dans cette spéculation que je vous propose sur l'âme, sur l'ego et sur l'éveil intérieur. On va se quitter, parce qu'il faut bien se quitter,
Là, on est à 45 minutes. Hein, et il y en a il y en a beaucoup qui ont dû abandonner en cours de route. C'est pas grave, c'est les meilleurs qui restent, toujours. C'est les meilleurs qui restent jusqu'à la fin. C'est normal, il y a un tri qui se fait. Chez les humains, ça marche comme ça. Il faut qu'il y ait beaucoup de vie pour qu'il y en ait quelques-unes qui s'éveillent. C'est le principe de cette nature. Il y a énormément de gaspillage en fait. Il faut énormément de gaspillage pour que quelque chose naisse. C'est comme les spermatozoïdes, tout ça, c'est comme ça, c'est le principe. Donc c'est normal, il y a un tri qui se fait. Donc les meilleurs restent à la fin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Et puis, écoutez, on se retrouvera pour d'autres réflexions comme ça, d'autres réflexions philosophiques. J'en sais rien si c'est de la philosophie. Je vous dis à bientôt et